avec AppsFlyer. Donc publicité mobile et confidentialité. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous devez absolument savoir sur la publicité mobile et la confidentialité? Donc ça va être très synthétique et très efficace. C'est Jean-David Morin, bonjour. Oui, c'est ça, Jean-David Morin, c'est moi. Et vous êtes Sales Manager. Voilà, je m'occupe des nouveaux clients français chez AppsFlyer. Et du coup, Oui, vous pouvez manipuler les slides et moi je vais me pousser un peu pour ne pas... Alors, bon, ça c'est moi. C'est lui. Donc l'idée c'est qu'on... Alors, mobile c'est un peu large. AppsFlyer, on va en parler dans un instant, mais nous on a quand même une spécialité qui est quand même plus apps. On a un sujet web en parallèle. Mais l'idée, c'est qu'on va remettre un peu en contexte qu'est-ce que c'est que toute la privacy, parce que tout le monde en parle, donc je pense que c'est bien de ramener ça à des concepts un peu plus basiques. On va regarder ce que nous, on constate chez nos clients en matière de publicité et de communication pour faire de l'acquisition, de la rétention. En gros, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment on continue à faire de la croissance dans ce contexte. Et puis ensuite, on verra aussi quelques tendances dans le mobile qui ne sont pas fatalement liées à la publicité, mais qui sont des tendances qui se dessinent. Donc on voit des choses, salut Thierry, qui se modifient. Du coup, juste quelques mots sur AppsFlyer, mais on passe vite. Donc, nous, on est une solution d'attribution, d'accord? C'est-à-dire, vous voulez que je lance? D'accord. Une solution d'attribution. Donc, en synthèse, nous, on mesure l'efficacité de toutes les communications marketing que vous faites, avec un pendant app qui est quand même assez fort, parce que c'est notre cœur de métier. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous envoyez un email, vous faites de la pub, vous envoyez des pushs, vous mettez des bannières sur votre site web mobile pour amener des gens dans votre app. À partir du moment où la personne arrive, c'est AppsFlyer qui va être garant en fait de mesurer la source, donc savoir si c'est du trafic organique ou non organique, et derrière de mesurer une donnée de lifetime value, donc en gros essayer de comprendre la valeur de ce trafic à travers les KPI que vous aurez choisi d'intégrer. Donc on est parfaitement agnostique, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de données, donc c'est ça qui sera intéressant aujourd'hui. Et on est leader mondial, bon ça c'est une stat comme ça, mais on a à peu près, aujourd'hui il y a à peu près 65% des annonceurs app qui utilisent AppsFlyer, donc ça représente à peu près 90 000 applications dans le monde. Bon, ça c'est juste pour la parenthèse. Donc, comme je vous le disais, on va regarder ce que c'est que la privacy. Bien sûr, on va se concentrer plutôt sur le mobile. On va regarder aussi comment est-ce qu'on peut continuer à faire de la croissance dans ce contexte, parce qu'il y a quand même un sujet de data qui est assez lourd et qui pèse un peu sur les stratégies plus classiques. Et puis on verra un peu qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème avec une notion plutôt innovation. Donc, ce qui est important en fait dans la privacy, c'est de se souvenir qu'en fait à la base on parle de données clients, donc on parle de nos données à nous, d'accord. Et ce qui nous impacte, c'est pas tellement le concept de la privacy ou de la confidentialité, c'est avant tout les frameworks. Alors à défaut d'avoir trouvé quelque chose d'aussi inclusif en français, ça va être en fait les structures, les structures, les paradigmes, en fait tout le tamis qu'on va mettre en place à travers des outils, à travers la législation, à travers aujourd'hui même vous, en fait ce que vous allez accepter de partager comme données. D'accord. En synthèse, c'est vraiment ça qui se passe. Et en fait, ces frameworks, en l'occurrence, ils ont un impact et ils sont importants. Enfin, il est important à mon sens de les comprendre parce qu'aujourd'hui, en fait, toute l'industrie se base sur de la donnée. Tout fonctionne avec de la donnée. On a optimisé des parcours clients avec de la donnée. On a, il y a 4 ans, on a lancé le sujet qui était très en vogue de personnalisation. Alors, on fait de la recommandation de produits, on change le contenu des emails en fonction de l'utilisateur. Enfin bref, en synthèse, on a des données utilisateurs à tous les étages et surtout, plus ça va, plus on l'automatise. D'accord. Donc, c'est pas des choses qu'on fait manuellement. C'est vraiment, typiquement, la recommandation de produit, elle va se baser sur un comportement que vous avez et elle va vous suggérer des produits automatiquement. Cette donnée, en fait, c'est ce qui va nous obliger en fait, à trouver un équilibre entre notre capacité à donner une expérience optimisée à nos clients, c'est-à-dire personnaliser le parcours, et respecter, du coup, ces frameworks de privacy qui limitent ou qui changent en fait, la nature de la donnée qu'on est capable d'exploiter. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces données, elles sont entre les marques et les partenaires. Donc les partenaires, pour faire clair, c'est tous les outils qui s'alimentent de données. Donc ça peut être votre ESP, ça peut être votre CRM, ça peut être votre chatbot, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vos ads, en l'occurrence, vu que c'est le cœur du sujet. Et en fait, aujourd'hui, les privacy frameworks, ils vont notamment avoir un gros impact sur le travail des marketeurs parce qu'on n'a plus la même on ne peut plus partager le même type de données avec les outils. Cette donnée, elle est souvent agrégée d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus de données user level et on va plutôt tendre vers des données agrégées, donc des groupes d'utilisateurs. Or, la majorité de ces outils, jusqu'à maintenant, avaient l'habitude de consommer de la donnée brute. Et donc c'est vraiment ça qui va venir s'intercaler entre les deux. Et c'est là où, en synthèse, il va falloir s'adapter et comprendre comment on peut travailler de manière efficace. Donc je vous le disais un peu plus tôt, il y a vraiment 3 choses, si on doit simplifier, à prendre en compte. Il y a tout ce qui est la législation. Donc ça peut être de la législation nationale, CNIL en France par exemple. Ça peut être régional. Donc, par exemple, GDPR pour l'Union européenne.
Et puis, bien entendu, il y a quand même des concepts fondamentaux comme la propriété privée qui sont à prendre en compte aussi dans ce contexte. Il y a tout le réseau partenaire. Donc là, c'est plutôt les outils avec lesquels vous travaillez qui vont vous imposer des règles. Par exemple, il y a certains SRN, donc les SRN, ça va être les Google, les Facebook, les Snapchat, des outils qui s'auto-attribuent, qui vont vous donner une limite de temps pendant laquelle vous pouvez garder les données dans leur état brut. D'accord ? Donc si vous voulez travailler avec eux, donc nous, par exemple, on est obligé de respecter. Je n'ai pas les délais en tête, mais il me semble que par exemple Facebook, c'est 90 jours. Donc au-delà de 90 jours, on n'a plus le droit, nous, AppsFlyer, outils d'attribution, de conserver des données brutes. D'accord ? Puis la dernière pièce du puzzle, c'est nous, quoi. Donc c'est les utilisateurs. Quand vous arrivez sur un site, vous acceptez pas, vous acceptez partiellement. En synthèse, tous ces outils, tous ces frameworks, en fin de course, leur but, c'est de pouvoir donner aux individus, donc à des êtres humains, le choix de ce qu'ils vont partager avec un écosystème comme un social network, avec une marque, ou même avec tout simplement un gouvernement. Et le sujet, il n'est pas des moindres. Si on regarde juste au mois de novembre, celui du haut, c'est donc une société qui s'est fait un petit peu embêter pour des données de localisation. D'accord ? C'était pas clairement expliqué. Donc là, ils se sont mis d'accord avec donc tous les 40 États aux États-Unis. La deuxième, c'est une banque australienne qui s'est fait hacker. Et on lui a demandé une rançon de 15 millions de dollars pour récupérer les données clients. Alors il y avait un pendant assurance, donc notamment les données de santé, c'est un petit peu embêtant. Et la dernière, ça s'est passé plus près de chez nous, c'est la CNIL qui a imposé une amende de 800 000 euros, justement pour le sujet de rétention de données, à une plateforme de chat. D'accord ? Ça, c'est juste le mois de novembre. Et c'est juste c'est trois gros trucs. Bon, j'ai fait exprès. Mais l'idée, c'est c'est quand même marquant. Hein. Voilà, c'est pas des petits sujets, il y a des conséquences, et donc le fait de s'adapter en tant qu'outil ou en tant que marque, c'est quand même fondamental. Et juste pour le mot de la fin, pour notre position sur le sujet, donc je vous invite à suivre Émilie Kuicht. Alors j'ai peut-être écorché son nom de famille, je suis désolé, mais qui est notre Data Protection Officer chez AppsFlyer. Et en fait, elle poste énormément sur ces sujets-là. Donc si ça vous intéresse, les sujets de privacy, je vous conseille fortement de la suivre sur LinkedIn. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui change, et quelles sont les tendances, s'il y en a. Donc, la première expérience dont on va discuter, c'est justement comment on peut récolter ces opt-in. J'ai choisi les applications mobiles, et ça, c'est des screenshots de mon téléphone, donc j'invente rien, c'est ce que l'équipe fait quand vous téléchargez. Il a déjà la 5G. J'ai déjà la 5G. C'est très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez installer une application sur iOS aujourd'hui, on va vous demander un consentement, enfin des consentements. Ça peut être pour les notifications push, ça peut être pour la localisation. Typiquement, si vous utilisez un outil comme Waze ou Google Maps, par exemple. On va aussi peut-être vous demander ce qu'on voit ici, c'est-à-dire, en gros, de partager son device ID. Tous les outils mobiles d'attribution, de Analytics et autres se servent de device ID, c'est-à-dire littéralement, c'est votre téléphone. Donc un store, par exemple, il va regarder votre compte. J'ai un compte iCloud, Apple, ils savent pertinemment quelles applications j'ai téléchargées dans les 10 dernières années. Mais par contre, un outil d'analytics, il n'a pas accès à votre compte cloud. Typiquement, il y a un privacy framework, ce n'est pas des données qui sont partagées. Et donc, il se base sur un ID. Et donc, ce qui se passe typiquement sur l'écosystème, bon, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé avec l'ATT. Maintenant, vous pouvez le rappeler un petit peu. Bon, je peux le rappeler un petit peu. Maintenant, les utilisateurs iOS, quand ils téléchargent une application, vont avoir le choix, si oui ou non, ils acceptent de partager leur device ID avec l'annonceur. Or, si vous n'avez pas de device ID, eh ben, ça va quand même fortement compliquer votre faculté de cibler ces utilisateurs, de faire du retargeting, de mesurer aussi la pertinence de vos campagnes, parce que tous les outils qui les mesurent se basent sur cette fameuse ID. D'accord ? Donc, le use case là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un gros travail à faire, et c'est un travail d'UX en fait, dans synthèse, donc de user experience, pour accompagner justement cet onboarding. Vous le faites peut-être, typiquement une banque, elle va avoir un onboarding, vous posez des questions, qu'est-ce que vous faites, vous avez combien de personnes dans votre foyer, est-ce que vous voulez acheter une automobile, bref. Il y a la même chose en fait, juste pour aller savoir avec quel type de données vous allez pouvoir travailler. Et plus vous expliquez la logique derrière et la vertu de la chose, plus de chances vous aurez d'avoir cette donnée qui vous permettra de personnaliser le parcours. Voire de communiquer, parce que si vous n'avez pas les push, vous perdez quand même un canal qui est assez critique. Donc il y a un vrai sujet qui est de préparer en fait l'arrivée dans l'app, d'expliquer pourquoi vous faites ça. Ensuite, sur cette même ATT, j'ai choisi de vous montrer quelques taux d'opt-in. Donc la première colonne, enfin la deuxième colonne après les verticales, c'est combien d'apps en pourcentage sur le mois de septembre montrent cette pop-up. Parce qu'il y en a qui choisissent de tout simplement pas la montrer, tant pis, on ne traque pas, on fait comme si de rien n'était. Et à droite, vous avez l'opt-in, c'est-à-dire une fois que j'ai montré cette pop-up, combien de gens acceptent de partager cette ID. D'accord ?
Ce qui se passe, c'est que tous les gens qui diront non, bah, vous les verrez en organique. Donc vous n'aurez pas vraiment la faculté de les traquer, sauf si vous utilisez des solutions Apple. Donc ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité des apps choisissent de montrer la TT. Donc le mot d'ordre, c'est quand même mieux, même si c'est partiel, c'est quand même mieux d'avoir un peu de données. Et le second point qui est quand même encourageant, c'est qu'il y a quand même la majorité des verticales, elles ne sont pas toutes là, mais en général, on frôle les 50% d'opt-in en moyenne. Donc on est à peu près à 46%, je crois, en France. Donc on ne perd pas tout le monde. D'accord, il y a un reste quand même impact. assez satisfaisant. C'est bien mieux que d'autres pays européens. Parce que si on regarde l'Allemagne et les UK, on est en dessous de 40%. Donc, et quels sont les pays qui sont vraiment au-dessus? Bah nous, en l'occurrence, en Europe, on est dans les les plus cléments. Il y a une notion de branding aussi à pas oublier. Si vous avez l'application SNCF, SNCF c'est une marque forte, tout le monde les connaît. Il y a plus de fortes chances qu'ils aient un opt-in que par exemple, je sais pas, moi, un vestiaire collectif ou un jeu vidéo, où là on est sur du retail et c'est pas les mêmes profils, c'est pas le même usage qu'on va faire de l'application. Donc c'est important de le garder en tête aussi. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais globalement, on a quand même à peu près la moitié de ce qu'on voyait avant qu'on n'arrive plus à collecter. Donc ça, c'est que sur Apple. Autre tendance, du coup, on voit un retour du contextual targeting. Donc en fait, c'est plutôt de faire, non pas une optimisation a posteriori, en disant bah, là j'ai fait des installs, mais je voudrais voir est-ce que c'est des gens qui ont vraiment le profil que je veux, mais c'est plutôt de l'anticiper. C'est-à-dire de travailler avec des partenaires médias qui ont une donnée granulaire sur leurs utilisateurs, c'est-à-dire qui peuvent être capables de vraiment vous permettre de cibler une audience très spécifique. Avec des... Alors là, j'ai donné l'exemple d'un jeu vidéo, mais typiquement, l'idée, c'est on voit que nos clients investissent plus sur ce type de plateforme, parce qu'en fait, ça leur permet de gérer le retour sur investissement avant les faits, en disant, bah voilà, moi j'ai un message très précis à faire passer, et je sais que c'est ce prestataire, je vais retrouver ces utilisateurs, et être capable de faire une stratégie qui soit pérenne, hein, parce que l'idée, c'est pas de refaire des micro-ciblages à chaque fois, c'est pas possible. Donc il y a un retour vers ce type de plateforme pour avoir des stratégies qui sont un peu plus avant-gardistes et qui n'attendent pas d'optimiser a posteriori. Autre sujet qui est quand même, je pense, très important, ça c'est de la donnée AppsFlyer. Donc sur l'année entre le juillet 2021 et juillet 2022, pour les apps de retail, on a constaté une augmentation de 360% sur les attributions qui venaient de own media. Alors own media, ça peut être des push, ça peut être des emails, ça peut être du social, ça peut être du web to app avec des bannières, d'accord. Mais en synthèse, on voit qu'il y a un retour enfin, c'est pas que la pub a diminué au passage, hein, les budgets n'ont pas baissé, c'est juste qu'on utilise beaucoup plus de l'email et du push pour réengager des utilisateurs mobiles, parce que c'est des ID qui ont tout bêtement pas disparu. D'accord, vous avez encore les emails, vous avez encore les push avec les opt-in. Une pérennité. Exactement. Et donc vous pouvez continuer à cibler efficacement et faire des stratégies de réengagement et de rétention pour vos utilisateurs, où vous avez vraiment de la donnée déterministique. Vous parlez vraiment au user level, ce qui devient plus compliqué sur la partie publicitaire. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, aujourd'hui, il y a un usage des deep links qui a vraiment fortement augmenté, parce que c'est pas des médias enfin, si nous on les voit, c'est qu'en fait nos clients mettent des deep links pour être capables de suivre les performances. Je vous ai mis les plus gros. Le QR code, c'est quand même, enfin, c'est plus spécifique, c'est pas dans toutes les industries et ça a un volume qui est largement inférieur que les autres. Par contre, il a la particularité d'être celui qui fonctionne le mieux, d'accord, pour les installs. Le SMS, ça marche bien, mais en même temps, c'est parce que c'est sur le bon device. Donc normalement, si vous recevez un message avec un lien et vous cliquez dessus, vous êtes déjà sur votre mobile. Et ensuite, bah, bien entendu, les emails, le push, les web to app, c'est quand même des channels qui coûtent moins cher déjà de base que de la publicité, et donc qui peuvent être utilisés à bon escient pour vraiment pérenniser la relation avec vos clients. Donc, dans ce contexte-là, l'autre chose qui devient importante, c'est d'avoir une analyse commune entre vos investissements médias et vos investissements sur du média publicitaire avec du own media, d'accord. Ils travaillent en tandem. C'est pas l'un contre l'autre ou l'un et ensuite l'autre. Maintenant, il y a vraiment un mélange des deux. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est de mesurer un maximum de leviers et pas de faire une analyse pour l'acquisition d'un côté, une analyse pour le CRM de l'autre, mais vraiment de mutualiser tout ça. Et quand on fait la mesure de la lifetime value, la vertu de la chose, c'est que derrière, on voit exactement qui a contribué au chiffre d'affaires, à retenir des utilisateurs, quels sont les leviers qui marchent le mieux pour l'installation, quels sont ceux qui ont le meilleur retour sur investissement, et donc notamment d'associer les notions de coût en fait, sur ces leviers qui sont normales, enfin disons de manière historique, pas mesurés au ROI. On en parlait un peu plus, enfin j'en parlais un peu plus tôt, les données agrégées par rapport aux données user level. Donc juste pour clarifier, une donnée user level, c'est Jean-David Morin, plus de 30 ans, habite à Paris, travaille dans une boîte de tech.
Données agrégées, c'est là, j'ai un groupe d'hommes de plus de 30 ans en région parisienne qui travaillent dans des sociétés de tech. Okay, donc il y en a un où on a vraiment un utilisateur spécifique, et dans l'autre, on groupe des utilisateurs. Donc le problème de la donnée agrégée, c'est que quand vous allez optimiser, bah, soit vous considérez tout le monde comme vous avez une approche groupée, ce qui peut fonctionner. Mais en fait, aujourd'hui, dans ces personnes-là, et je vois qu'on manque un peu de temps, typiquement, si vous êtes un retailer, vous n'aurez pas le même panier moyen sur l'ensemble des utilisateurs. Et donc, si votre stratégie de réengagement, c'est des coupons, il ne faut pas que vous grignotez vos marges inconsciemment. Donc, ce qui se passe aussi dans ce contexte, c'est que les outils vont avoir tendance à de plus en plus utiliser des modèles probabilistes pour essayer de pallier à ce manque de données brutes qu'on ne récupère plus. Et donc dans ce contexte-là, il y a un outil qui a été développé récemment qui s'appelle les Data Clean Room. Une Data Clean Room, en synthèse, c'est un cloud fermé. On aura un grand atelier cet après-midi sur les Data Clean Rooms. Très bien, ce sera encore mieux expliqué que maintenant. L'idée, c'est que vous allez prendre de la donnée d'attribution qui est relativement appauvrie par ces frameworks de privacy et vous allez l'enrichir avec de la donnée first party. Donc vous basez vos analyses sur vos propres données. Donc, je sais pas, du panier moyen, le fait que vous êtes dans un programme de fidélité. Vous allez enrichir la donnée d'attribution et en fait, quand vous la restituez en externe, elle est agrégée. Sauf que vous savez pertinemment en tant qu'annonceur ce que vous avez fait, pourquoi vous avez groupé ces utilisateurs les uns avec les autres. Et donc, vous respectez ces frameworks de privacy, mais vous pouvez continuer à optimiser avec des données au user level. Alors, on a encore 2 minutes ? Oui, 2 minutes. Ben, c'est nickel. Alors, exactement 2 minutes. Les changements, ça tombe bien, c'est juste pour donner des petites tendances. Donc, il y a des changements sur Google Shopping, d'accord ? Donc ici, ce qui va se passer, c'est notamment des badges quand il y a un coupon qui est disponible pour un produit sur le shopping et la possibilité de comparer en fait les différentes offres qui vont être faites. Donc je ne sais pas, vous cherchez une enceinte connectée comme ce qui est le cas ici, vous allez pouvoir voir les 3 vendeurs qui proposent un prix qui va pas fatalement être le même, mais en plus de ça, vous pourrez savoir s'il y a un coupon qui existe pour l'un d'entre eux. Donc on rentre vraiment sur de la recherche beaucoup plus fine et mise en avant des offres. Apple, ils ont fait un statement qui était plutôt clair, qui était de dire, alors c'est dire qu'en fait l'écran, le home screen de votre mobile deviendra le prochain social media. Donc ça, c'était pour un peu accompagner toute la logique de lancement de widgets et surtout de l'accélération des widgets sur les mobiles iPhone. Ça existe déjà depuis très longtemps sur Android, mais je ne sais pas pourquoi. Apple en a fait toute une histoire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu d'annonceurs qui sont présents sur ces formats-là. Donc, par exemple, au UK, il y a Net-à-Porter qui a créé un widget où en fait, vous choisissez vos marques et il vous tient au courant. C'est un format plus impactant, il y a moins de monde dessus, donc il y a vraiment un sujet à analyser dessus. Et en France, en l'occurrence, on a Biril qui a fait un très très gros buzz avec ça. C'est-à-dire que vous recevez, alors je ne sais pas si on voit bien, mais vous recevez les Biril. C'est vraiment comme ça que Biril s'est fait connaître aussi. C'est exactement ça. Donc en gros, c'était 360% de croissance en quelques mois suite à le lancement de ça. Donc c'est pas que ça, mais ça a quand même joué. Donc il y a vraiment un sujet à étudier là-dessus pour les marques qui peuvent. Autre gros sujet, on a parlé d'Apple parce qu'ils ont, ils ont démarré les hostilités, mais Google, c'est prévu pour l'année prochaine, la Privacy Sandbox sur Android. Il n'y a pas on soupçonne plutôt début d'année, après on verra bien. Y a pas personne de Google dans cette salle, dans cette audience il n'y a pas de cachotterie, mais à mon avis, ils ne nous le diront pas. Ce qu'on soupçonne, c'est que ce sera quelque chose de similaire à Apple, c'est-à-dire les ID seront moins disponibles. Après, comment est-ce que ce sera d'un coup sec ou est-ce que ça va se faire progressivement ? On va suivre, mais en tout cas, il faut s'attendre à avoir un sujet similaire sur sur Google du coup l'année prochaine, donc sur Android. Et puis dernier point pour rééquilibrer le tir, donc sur Apple, il y a de plus en plus de flexibilité sur le marketing que vous pouvez faire dans les stores. Donc là, c'est un exemple de Nike qui est notre client. Qui, en fonction du mot-clé que vous allez utiliser pour rechercher, va vous mettre une créa différente. Le retour qu'on a de nos clients là-dessus, c'est que ça marche bien, mais que c'est difficile à industrialiser. Voilà, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour faire toutes les créas. Et voilà, je crois que c'était... voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et on a un stand en bas si vous voulez venir voir les outils. Ouais, et en plus, descendez du coup pour voir le stand, peut-être tout de suite après, comme ça c'est bien frais dans vos esprits. Peut-être pas tous en même temps, mais... Pas tous en même temps, mais ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.